Messieurs, chers confrères, je vous remercie d'être venus nombreux. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et quand je dis chers confrères, c'est le vieux français qui comprend le masculin et le féminin. Chers mesdames et messieurs, chers consoeurs et confrères. J'avais dit d'abord mesdames et messieurs. Voilà. Mesdames et messieurs, chers consoeurs et confrères. Ça va, Jean? Voilà. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui, récemment ou plus ou moins récemment élus, ont souhaité nous rejoindre dès aujourd'hui. Je souhaite aussi remercier notre comité de lecture pour le très important travail fourni qui a autorisé l'avancement significatif du chantier du prochain bulletin, qui est aujourd'hui sur le point de partir chez l'imprimeur et qui sera donc disponible pour l'Assemblée générale d'avril prochain. Nous avons aujourd'hui une séance particulièrement chargée avec 4 interventions et une présentation pour lesquelles je sollicite l'accord des conférenciers, pour l'enregistrement desquels je sollicite l'accord des conférenciers afin de pouvoir diffuser les enregistrements sur Internet, tout en demandant à chacun d'eux, compte tenu du nombre d'interventions que nous avons, de respecter un temps de parole que j'ai qualifié de raisonnable. Voilà. Donc je confie la parole en premier à Maude Le Godec, la conservatrice de la maison, que je remercie de nous accueillir régulièrement ici, pour la présentation de ce qui n'est plus un scoop, mais qui est en quelque sorte un très bel et magnifique enrichissement prochain du musée. Maude, si vous voulez bien. Alors, merci Bernard. Alors moi je n'ai pas votre voix de stentor, donc je prends le micro. Et je n'abuserai pas de la clochette. Voilà. Je vous remercie de m'avoir invité pour présenter la dernière acquisition du musée. Donc c'est une acquisition qui a été réalisée de façon très rapide, puisque nous avons eu l'information le 14 février par un mail. Souvent, je vous dis comment les informations arrivent jusqu'à nous, et je réitère également le fait que si vous êtes au courant d'une acquisition qui pourrait être intéressante pour le musée, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail, à nous en faire part. Puisqu'en l'occurrence, vous savez que donc Astrid Bonnet, qui est documentaliste ici, suit de façon très attentive tout ce qui passe en vente. Elle a des mots-clés sur des moteurs de recherche. Et de fait, cette statue de Vierge à l'enfant n'était pas arrivée jusqu'à elle. Et c'est par l'intermédiaire de Florence Saragosa qui nous a envoyé un petit mail en nous disant, donc l'ancienne directrice du musée, qui nous a envoyé un petit mail en nous indiquant est-ce que vous êtes au courant que cette Vierge passe en vente, qu'on a su qu'il y avait cette opportunité. Donc vraiment, il faut avoir les oreilles grandes ouvertes. Donc nous avons appris le 14 février que cette pièce était en vente, et la vente avait lieu le 23. Donc vraiment très 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 peu de temps pour se retourner. Alors avant de parler de cet achat exceptionnel, je souhaiterais revenir sur la politique d'acquisition des musées de France. Nous sommes un musée de France, c'est un label qui est décerné par le ministère de la Culture. Nous avons en quelque sorte de tutelle, nous sommes un service de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, mais nous avons aussi une autre tutelle qui est scientifique, qui est le ministère de la Culture via la Direction régionale des affaires culturelles. Nous sommes suivis par un conseiller musée pour tout ce que nous faisons au sein du musée. Et cet accompagnement est très important d'un point de vue scientifique, tout d'abord, j'y reviendrai, et puis également d'un point de vue financier, puisque quand les projets notamment d'acquisition se présentent, nous pouvons demander des subventions auprès de l'État ou auprès de la DRAC. Donc, donc nous avons une politique d'acquisition qui est assez clairement définie, qui vise à compléter les collections qui sont présentées dans le musée.
Alors, parfois, nous n'enregistrons pas que les collections qui sont présentées dans le musée, mais aussi des collections qui nous semblent importantes à compléter. Au mois de février, nous avons par exemple fait l'acquisition d'une cuillère à servir en argent d'Étienne André Lazerne, qui date de 1786, et ça nous semblait important d'enrichir ce patrimoine local. Donc actuellement, c'est vrai qu'on en avait discuté la dernière fois, les savoir-faire du Velay ne sont pas actuellement présentés, néanmoins nous ne les oublions pas, donc pour preuve l'acquisition de cette cuillère à servir ou cuillère à ragoût. Donc, quand nous avons connaissance d'objets intéressants pour la collection, que ce soit des œuvres qui passent en vente aux enchères, qui sont en vente chez des marchands, des œuvres qui pourraient nous être proposées en don et en legs, nous ne sommes pas au sein du musée les seuls à décider. Nous demandons l'avis de ce qu'on appelle le grand département. En l'occurrence, pour cette Vierge à l'enfant, le grand département concerné, c'était le département des sculptures du musée du Louvre. Pour la cuillère, c'était le département des objets d'art du musée du Louvre. Pour une œuvre de la fin du 19e siècle, ça pourrait être le musée d'Orsay, par exemple. Donc nous demandons l'avis à des spécialistes ou à des conservateurs qui sont spécialisés de façon très très pointue. Et nous demandons aussi au service des musées de France, donc le service qui travaille au sein du ministère de la Culture, de nous donner leurs avis. Et ça, c'est vraiment très précieux, parce que même si ça nous oblige à beaucoup d'administratifs, voilà, à essayer de rassembler beaucoup d'éléments, demander des autorisations, etc., eh bien, l'acquisition est de fait, l'enrichissement des collections est de fait collégial. Voilà, vous imaginez par exemple un faux qui serait en vente ou qui souhaiterait nous être donné. Voilà, ça peut nous prémunir contre ce genre de choses. Aujourd'hui aussi, on est très vigilant à l'historicité des œuvres. On parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, par exemple des œuvres qui ont été spoliées auprès de familles juives ou qui sont passées de façon illégale sur le marché de l'art. Donc il faut essayer de faire le maximum de recherche pour ne pas faire entrer dans les collections une œuvre qui serait douteuse. Vous avez sans doute entendu parler d'un procès qui a lieu en ce moment contre le président, l'ancien président, M. Martinez, du musée du Louvre. Voilà. Donc maintenant, ce sont des choses extrêmement sensibles et le fait d'être plusieurs pour décider, c'est vraiment très intéressant. Donc, nous avons sollicité le 14 février Pierre-Yves Le Pogam, qui est conservateur général du patrimoine, qui est spécialiste en sculpture romane et donc qui est conservateur au musée du Louvre, pour avoir son avis concernant cette Vierge à l'enfant. Il est allé la voir le lendemain en exposition à l'hôtel Drouot. Elle était mise en vente par l'étude Couteau-Bégari. Et c'est vrai qu'il faut toujours se méfier des photographies. Sur les photographies, on peut se demander par exemple si la tête de l'enfant Jésus n'a pas été refaite, ce qui est souvent le cas malheureusement pour ces pièces très anciennes. Donc il a pu aller l'examiner de façon très discrète, j'y reviendrai, mais il a quand même un œil d'expert et il nous a dit que c'était une pièce vraiment très intéressante. Donc nous avons d'un côté, quand il y a très peu de temps comme ça, nous faisons tout en même temps, donc les choses en parallèle. D'un côté, nous essayons de compléter le dossier documentaire de l'œuvre, nous recueillons des avis, et puis naturellement, il y a la question financière qui se pose. Alors, nous savions que la Société des Amis du Musée Crozatier était prête à nous aider pour un achat important. Et donc, puisque l'année passée, je ne sais pas si je vous en ai parlé, il y a eu un lustre signé de Charles Crozatier. Je n'en ai pas parlé, non. Voilà. Il y a eu un lustre de Charles Crozatier, voilà, je vous en avais parlé, voilà, qui était passé en vente, et malheureusement, voilà, c'était tombé à l'eau, faute d'une estimation de notre part qui était trop basse. Donc, et donc pour cette œuvre très intéressante qui était mise à prix entre 60 et 80 000 euros, donc c'est
déjà une très très belle somme. Alors quand on dit 60 à 80 000 euros dans ce cas-là, c'est prix marteau. Il faut aller rajouter pour cette vente 28,8% de frais. Alors ça dépend des ventes, si vous voulez. Les frais, c'est entre 20 et 30% en général. Donc on savait pouvoir compter sur la Société des Amis du musée Crozatier. Il y avait également un reliquat qui était conservé soigneusement par la Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire. Et donc pour cette pièce que Pierre-Yves Le Pogam a considérée comme étant très intéressante, nous pouvions solliciter également le Fonds du patrimoine. Alors ce Fonds du patrimoine n'a rien à voir avec la Fondation du patrimoine. Le Fonds du patrimoine, c'est un fonds pour des achats exceptionnels qui est géré directement par le ministère de la Culture. Pour cet achat, nous pensons que nous aurons très certainement également l'aide de la région. Et nous avons également demandé une participation au département de la Haute-Loire. Voilà. Donc, voilà, le montage de ce budget a été réalisé assez vite. Néanmoins, il faut savoir que pour une préemption, voilà, il faut que la collectivité qui porte le projet, en l'occurrence la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, avance l'argent. Avant de recevoir les subventions, il faut avancer l'argent. Et donc, sans rentrer dans des problématiques comptables, actuellement, notre budget n'est pas voté. Il sera voté au mois d'avril. Donc, on va passer en délibération. Et puis, le président, M. Joubert, a accepté de faire, enfin, en quelque sorte, cette avance avant de recevoir les subventions. Puisque vous avez vu que le montant atteint est assez considérable, 154 560 euros avec les frais. Et bon, je vous le dis à vous, mais vous ne le répéterez pas, je crois que je suis filmée. Voilà, nous nous étions donné comme limite 165 000 euros. Donc on était, voilà, il n'aurait pas fallu voilà, beaucoup plus de mise aux enchères. Alors il s'agit ici d'une préemption. Alors je souhaiterais revenir sur cette possibilité dont dispose le ministère, enfin l'État, et par conséquent les collectivités territoriales pour faire des acquisitions. Alors une préemption, déjà, ça doit rester secret, faut être extrêmement discret jusqu'à la préemption, juste après au moment de la vente. La préemption, c'est le droit de se substituer au dernier enchérisseur. Donc il ne faut absolument pas que le propriétaire de l'œuvre, la maison de vente ou d'autres personnes soient au courant de notre souhait de préempter. Voilà, c'est par exemple un commissaire-priseur pourrait faire monter artificiellement les enchères, par exemple. Voilà, donc il faut rester extrêmement discret sur le fait que l'on souhaite préempter et naturellement sur la somme jusqu'où on veut aller. Voilà. Et donc quand je vous disais que Pierre-Yves Le Pogam avait été expertisé cette pièce de façon détaillée mais discrète, il a regardé toutes les œuvres en fin de compte de la vente pour ne pas éveiller les soupçons. Il faut savoir aussi que dans cette vente, il y avait une très belle crèche en céramique qui a été également préemptée par le musée du Louvre. Pour une somme moins importante, un petit peu moins de 10 000 euros. Donc, la vente se déroule normalement. Alors ce n'est pas un autre musée de France. Les musées de France ne sont jamais en concurrence, puisque voilà, tout remonte au niveau du ministère en centrale. Donc on ne peut pas se faire concurrence, ce qui est quand même bien, puisque c'est quand même de l'argent public tout ça. Donc l'enchère se passe, une personne arrive à atteindre le prix maximal, le commissaire-priseur tape avec son marteau, et puis quelqu'un du ministère, là en l'occurrence, se lève et dit, sous réserve d'une préemption par l'État pour le compte du musée Crozatier. Voilà. Donc la personne, vous par exemple, là, vous aviez enchéri, vous pensiez pendant une seconde que vous alliez être l'heureux propriétaire, eh bien non, voilà, ça vous passe sous le nez. Et l'État a 15 jours pour confirmer ou infirmer sa préemption.
Voilà, donc nous avons confirmé en fait, officiellement ce matin. Voilà, on était vraiment dans les 15 jours. Donc c'est une, vous voyez, on avait obtenu aussi le fait de faire une préemption, c'est uniquement pour les achats importants, on ne fait pas des préemptions pour des sommes plus modestes. Nous avions obtenu cette préemption pour le lustre de Crozatier, puis malheureusement, comme la limite était passée, on ne pouvait plus utiliser cette préemption, parce qu'il faut aussi avoir l'argent à disposition. Le commissaire-priseur, le propriétaire, il souhaite être payé. Hein. Voilà, on donne quand même de l'argent. Ça. Donc voilà, je souhaitais revenir sur le mode opératoire, parce que ce sont des choses qui, moi-même, hein, je ne fais pas ce type d'achat tous les jours, des préemptions toutes les semaines. Donc à chaque fois, j'apprends de nouvelles choses sur ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Alors un petit mot concernant cette Vierge à l'enfant qui a appartenu à la collection de Louis-Pierre Bressé. Donc il est mort il est né en 1902, il est mort en 1988. Qui était antiquaire dans le sud de la France et qui en 1939 a acheté le château de la Roche-Lambert, où il a conservé ses collections et a priori cette pièce a été exposée au château de la Roche-Lambert encore dans les années 1980. Donc alors son fils et son petit-fils sont également antiquaires et ils ont décidé de se séparer à travers de cette vente de plusieurs pièces de leur collection. C'est une vierge que l'on dit en majesté, qui date probablement de la fin du XIIe siècle. C'est une vierge qui mesure, c'est un groupe sculpté en ronde-bosse, c'est du noyer. L'ensemble est entièrement recouvert d'un textile, ce qui est tout à fait normal, et sauf sur les mains et le visage. Et l'ensemble est polychromé. Au dos de cette pièce, je ne sais pas si on l'a mis ici, mais il y a une petite niche qui permettait de mettre des reliques. Donc c'était une vierge reliquaire. Le fait qu'il y ait cette niche, cela ne signifie pas que c'est une pièce plus ancienne qu'une vierge à l'enfant qui n'aurait pas de niche au dos. Ce type de vierge que l'on appelle des sedes sapientiae, des sièges de sagesse, ces vierges, la vierge est toujours représentée assise sur un trône qui peut prendre la forme d'un siège ou d'un fauteuil. Ici, c'est un siège et il y a 5 colonnes. Vous voyez, là, on voit bien Voilà, la suivante. On voit bien la niche au dos et il y a 5 colonnes pour soutenir le siège de cette vierge. C'est la première formule, on pourrait dire iconographique, pour représenter la Vierge et l'enfant Jésus. La Vierge est représentée de façon, et l'enfant sont représentés de façon très frontale, très hiératique. La Vierge offre vraiment son enfant à la dévotion. Il n'y a pas de geste de tendresse, pas d'interaction entre la Vierge et l'enfant, si ce n'est les mains de la Vierge qui sont réelles, qui sont très grandes et qui reposent sur le genou de l'enfant et sur le bas de son buste. Alors l'enfant, alors là, malheureusement, il a perdu ses bras et vous pouvez également voir que les bouts des pieds de la Vierge ont également disparu. Cela est dû à des attaques d'insectes xylophages. Donc l'enfant, de façon traditionnelle, bénit de la main droite et tient de la main gauche le livre et plus tard il tiendra une sphère. Alors c'est une œuvre qui est vraiment très caractéristique de cette production auvergnate du XIIe siècle, notamment dans le vêtement. Alors on a l'impression quand on regarde qu'elle porte on a l'impression qu'elle porte comme un casque. Quand on sait la façon dont le sculpteur représentait le voile qui est replié après sur le côté
et qui redescend sur une tunique qui présente de très beaux plis. Et il y a une bande d'or froid, c'est-à-dire une bande brodée sur le col de la Vierge qui descend aussi sur sa poitrine. Et là, c'est quelque chose d'assez rare. Il y a deux pierres qui sont incrustées dans cette bande d'or froid. Ce sont des pierres ici qui sont des turquoises. Et donc, a priori, ce sont des turquoises qui proviendraient d'Iran. Alors, il y a d'autres vierges qui présentent des incrustations comme ça, mais en cristal de roche. Alors c'est une œuvre qui est très typique et qui fait partie d'un groupe d'une cinquantaine de pièces qui sont soit toujours conservées dans les églises, notamment de Haute-Loire, mais aussi d'Auvergne, ou qui sont conservées dans des musées, vraiment dans le monde entier. Donc ici, Notre-Dame de la Chaumette, donc en Haute-Loire. Donc là, vous reconnaissez tout à fait les caractéristiques stylistiques de ce type de statue, avec bien souvent les mêmes dommages. Naturellement, ce sont des œuvres du XIIe siècle. Donc il y a certains éléments plus fragiles, notamment le bout des pieds de la Vierge, qui souvent sont très abîmés. Et pour la Vierge que nous allons faire entrer dans les collections, voilà, elle a été très peu restaurée, ce qui est vraiment très intéressant. Il vaut mieux que les pièces arrivent jusqu'à nous dans leur authenticité, même s'il y a peut-être un caractère quasi un peu archéologique au niveau de leur conservation. Ici, une pièce qui est absolument extraordinaire, Notre-Dame de Saugues. Là, vous remarquez cette façon de représenter le voile sur le front, voilà, qui ressemble beaucoup au groupe que nous avons acheté. Voilà, ici, c'est une pièce fantastique qui est conservée au Metropolitan Museum of Art à New York, avec une stylisation des formes et une représentation des plis qui est tout à fait extraordinaire. Et là aussi, un autre parallèle, c'est la façon dont les pièces de bois sont assemblées. Vous voyez ici qu'il y a une démarcation très nette entre le buste et la tête, et c'est quelque chose aussi que l'on retrouve sur notre statue. Donc une pièce qui avait été achetée par le musée d'art Roger Quillot dans les années 2000, à peu près au même prix que l'acquisition que nous venons de faire. Voilà. Parce que c'est vrai que là aussi c'est intéressant de comparer les prix. Et donc c'est déjà en 2000 ou 2001, je ne me souviens plus exactement très très bien, c'était à peu près la même valeur pour cette œuvre qui n'est pas ici très très bien photographiée, mais qui est en exposition au musée d'art Roger Quillot, qui est vraiment très belle. Donc une Vierge en majesté aussi qui est conservée au musée du Louvre. Et puis c'est vrai que notre collection de statues médiévales est intéressante, mais n'est pas extraordinaire. Avec l'acquisition de cette Vierge à l'enfant du XIIe siècle, on élève le niveau de notre collection. Ce sera une des pièces majeures du parcours permanent. Et puis, dans une ville qui honore et qui est si étroitement liée à l'adoration de la Vierge, c'était vraiment intéressant que le musée Crozatier puisse bénéficier et puisse montrer ce type d'œuvre. Donc là, une image qui représente la Vierge noire avant sa destruction par le vandalisme révolutionnaire. Voilà. Alors, cette œuvre est toujours à Paris. On ira la chercher dès que le paiement sera effectué. Ensuite, elle bénéficiera d'une légère restauration, vraiment en conservation. On ne va pas rajouter des éléments qui auraient disparu. Et puis, elle sera présentée donc à proximité du reliquaire dit de Chavalières-sur-Loire et probablement sous une cloche en verre pour la protéger. Voilà. Donc, je pense qu'il va falloir quelques mois
avant qu'elle ne soit visible par le public. Voilà. Si vous avez des questions... sur sa possible provenance. Alors voilà, en 1949, c'est une pièce qui est exposée au musée Cantini à Marseille. Louis-Pierre Bresset présente sa collection et il réalise un petit catalogue où il indique que cette Vierge pourrait provenir d'Arlay, donc un village de la Haute-Loire, mais lui-même est très prudent puisqu'il met un point d'interrogation, voilà, derrière cette hypothèse. Et donc, depuis le 14 février, Emmanuel Magne, que vous connaissez bien, a sollicité à peu près la moitié des spécialistes, des érudits, des historiens de la Haute-Loire, mais aussi du Cantal, voilà, pour essayer de faire avancer cette hypothèse. Et malheureusement, bon, il a fait beaucoup de recherches tout azimut, et il n'a rien trouvé pour corroborer voilà, cette hypothèse. Alors, on ne sait pas du tout pourquoi Louis-Pierre Bresset a indiqué voilà, ce village dans son catalogue d'exposition. Voilà, ça reste un peu un mystère, et à moins de trouver un nouveau document d'archives, pour l'instant, voilà, rien ne vient corroborer cette hypothèse. Merci Maude. Je vous en prie. Voilà. Je rajouterai simplement un mot, c'est qu'il n'est pas anormal que le musée cherche à s'enrichir, surtout lorsque la situation a un caractère d'opportunité. Je rappellerai aussi que le pèlerinage à la Vierge Noire a une véritable historicité, et que c'est Gotescalque et Étienne de Clermont qui sont les deux grands propagateurs du culte de la Vierge au Xe siècle, culte qui est resté au Moyen-Orient mais qui a été perdu en Gaule. Donc, et c'est comme par hasard dans ce secteur du Cantal, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, au sens large, parce qu'il y a une belle Vierge romane aussi à Présailles, de la Haute-Loire, où le culte de Marie avait une importance particulière, hein. Et vous verrez dans le prochain bulletin que vous aurez à l'Assemblée Générale qu'il y a plein d'éléments qui nous permettent de penser que le créateur du pèlerinage à Marie, c'est Gotescalque. Voilà. Je vous fais passer donc la gazette de l'hôtel de Rouault, naturellement, s'est fait l'écho de cette vente. Et ici, c'est l'article qui vient d'être publié, donc dans la dernière parution de la gazette. Je vous fais passer, puis j'étais assez contente parce que voilà, l'auteur dit juste avant, le musée Crozatier du Puy-en-Velay ne s'y était pas trompé en préemptant, etc. Voilà, il s'offrait celle que la spécialiste Jacqueline Liévaux-Bocador, dans l'ouvrage sur la statuaire médiévale, qualifiée de sculpture des plus parfaitement représentatives du symbolisme de cet art sacré du XIIe siècle. Elle parle naturellement de l'ensemble des Vierges en majesté, mais bon, c'est un bel écho. On peut le faire circuler. Tout à fait. Voilà. Merci Maude. Est-ce que vous avez des questions? Je rajouterai, et pour conclure, que nous avions effectivement un solde de 3 000 € sur la souscription pour le chapiteau roman que nous avons acheté avec les amis du musée pour le musée Crozatier, qui est en exposition, qui à mon avis est une très très belle pièce aussi, et que ce solde, grâce aux souscripteurs qui ont accepté de laisser le reliquat, parce que nous avons quand même chaudement négocié, pour une future œuvre. Donc, entre-temps, on a participé à l'achat d'un dessin de Charles Morin, et voilà, je crois que c'est tout. Voilà. On a aussi participé indirectement à l'achat du reliquat de Chamalières, en appelant un de nos confrères bien placés. Voilà. Et donc, nous n'avons plus de cagnotte pour éventuellement un achat dans l'urgence au musée. Et je ne vous cache pas qu'on réfléchit à l'idée de lancer une nouvelle souscription, alors que je dirais à blanc, puisqu'on n'a pas d'objet dédié, mais en prévision d'un nouvel arrivage comme ça. Et pour ce qui me concerne, je souhaite féliciter Maude, parce que depuis son arrivée, le reliquat de Chamalières, et j'en oublie probablement, le reliquat de Chamalières, dernièrement à la Cuillère, le chapiteau, la clé de voûte de la Chaise-Dieu. Grâce à vous, oui.
Oui, oui. la clé de voûte de la chaise-Dieu et maintenant la Vierge romane. Vraiment, c'est une période d'enrichissement du musée et je crois qu'on peut tous s'en féliciter et en féliciter celle qui est à l'origine de tous ces achats. Bravo, Maud. Merci.